Le problème quand un virus sort de nulle part, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Can you enlighten us as to what we truly face? I think we don't know a lot. There is a lot we do not know. We just don't know yet. Si bien qu'on finit par se demander s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Was it a mistake that got out of control, or was it done deliberately? C'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Si l'on en croit certains, le virus n'est pas d'origine naturelle, mais humaine. Alors, est-ce que c'est vrai ? Commençons par ce qui soutient la théorie d'un virus artificiel. Déjà, fabriquer un virus artificiel, c'est possible. En 2002, des chercheurs américains sont parvenus à le faire pour la première fois avec un poliovirus, responsable de la maladie de la poliomyélite. Depuis, d'autres virus, comme des coronavirus, ont également été reproduits avec succès. Reproduire des virus que l'on connaît, on sait donc faire. Fabriquer de nouveaux virus, en revanche, c'est plus compliqué. Pour le faire, on est obligé de partir d'un virus bien connu qu'il faut ensuite modifier. Si on connaît la séquence du génome d'un virus, par exemple, c'est-à-dire l'ensemble des nucléotides qui constituent son identité génétique, on peut la modifier à l'aide du génome d'un autre virus. On découpe la partie qui nous intéresse dans le virus B, on la colle à la place adaptée dans le virus A, et on obtient alors un virus C. L'une des nombreuses théories à propos du SARS-CoV-2, c'est d'ailleurs qu'il serait le résultat d'une recombinaison entre un virus A et le virus du sida. Des séquences d'acides aminés du SARS-CoV-2, qui sont déterminées par son génome comme celle-ci, sont en effet identiques à celles du VIH. Le problème, c'est qu'à l'échelle du virus dans son ensemble, cette séquence est toute petite. Si on compare cela au script de cette vidéo, par exemple, c'est un peu l'équivalent de l'expression « par exemple ». Ça ne veut pas dire que j'ai copié l'expression par exemple dans une autre vidéo, ça veut juste dire que l'expression par exemple existe et qu'elle est utile pour faire des vidéos. Mais venons-en au deuxième point, en faveur de la thèse du virus artificiel. Les coronavirus de chauve-souris, à Wuhan, on les connaît bien. Depuis l'épidémie de SRAS en 2003, qui fut elle aussi causée par un coronavirus de chauve-souris, les chercheurs chinois s'y intéressent particulièrement. À Wuhan, c'est le cas de deux organismes de recherche, l'Institut de virologie et le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan. Dès 2007, on trouve dans les publications académiques de ces deux organismes de nombreux travaux sur les coronavirus de la chauve-souris. Dans l'un d'eux, on peut même lire ceci. Il est très probable que des épidémies de coronavirus ressemblant à ceux à l'origine du SRAS ou du MERS émergeront à partir de chauves-souris, et la probabilité est encore plus forte que cela survienne en Chine. Résultat, en janvier 2020, alors que l'épidémie de Covid-19 grandit à Wuhan, l'Institut de virologie annonce avoir séquencé l'identité génétique d'un nouveau virus nommé RATG13. Prélevé 7 ans plus tôt dans le sud de la Chine, il a la particularité de posséder un génome identique à 96% à un certain SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la pandémie de Covid-19. À l'heure actuelle, il est son plus proche parent connu. Bon, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Alors, y a-t-il des faits qui vont à l'encontre de la thèse d'un virus artificiel ? Eh bien oui. D'abord, le SARS-CoV-2 ne ressemble pas assez à un virus déjà connu. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est ça. Ça, c'est un arbre phylogénétique. Une sorte d'arbre généalogique à l'échelle de plusieurs espèces. Ce que l'on voit ici, c'est la famille des bêta-coronavirus, l'un des 4 genres connus de coronavirus. Et ce petit groupe-là, c'est celui du SARS-CoV-2, c'est-à-dire le groupe des coronavirus liés au syndrome respiratoire aigu sévère. Si on zoome dans ce groupe, on s'aperçoit que les différentes versions du SARS-CoV-2 ici n'appartiennent pas à la même grosse branche que la grande majorité des autres virus. Le SARS-CoV-1, par exemple, virus responsable de la maladie du SRAS et que l'on connaît depuis 2002, est là. Le WIV1, virus découvert par l'Institut de virologie de Wuhan et connu depuis 2013, est ici.
En fait, si on observe le génome du SARS-CoV-2, on s'aperçoit qu'il ne partage par exemple que 79% de son génome avec le SARS-CoV-1. Or, rappelez-vous, pour fabriquer artificiellement un nouveau virus, les chercheurs utilisent d'abord un virus connu, qu'ils modifient ensuite légèrement. Dans cette perspective, aucun des virus connus avant le SARS-CoV-2 n'est donc un bon candidat pour être son ancêtre artificiel. Et d'ailleurs, aucun des virus découverts après la découverte du SARS-CoV-2 non plus. Même RATG13, le plus proche parent connu du SARS-CoV-2 et identique à 96%, est trop différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4% de différence en génétique, c'est beaucoup. L'être humain et le chimpanzé, par exemple, c'est 2% de différence. À l'échelle du virus, on estime que ces 4% de différence entre le SARS-CoV-2 et RATG13 équivalent à entre 20 et 70 années d'évolution dans la nature. Même avec ces 96% de similitudes génétiques, il aurait donc fallu réécrire artificiellement une partie très importante du génome du SARS-CoV-2. Et la probabilité de réussir cette manipulation est très faible. Pour résumer, s'il est possible de fabriquer un virus artificiel à partir d'un autre virus, dans le cas du SARS-CoV-2, il manque un suspect. Bien, mais on pourrait se dire que le SARS-CoV-2 a été conçu à partir d'un autre virus que, pour une raison ou pour une autre, la communauté scientifique ne connaît pas. Et c'est là qu'on en arrive à notre dernier point. La façon dont le SARS-CoV-2 reconnaît les cellules humaines n'est pas cohérente avec la théorie d'un virus artificiel. Voici SARS-CoV-2. Comme tous les coronavirus, il possède des petites pointes qui lui permettent de s'accrocher aux cellules qu'il veut infecter et qu'on appelle des protéines de spicule. Mais ce n'est pas tout. Chaque cellule est en quelque sorte verrouillée par des serrures, que l'on appelle des récepteurs, et qui varient en fonction des espèces. Les êtres humains disposent par exemple d'une serrure appelée ACE2, que l'on retrouve d'ailleurs chez de nombreuses autres espèces, comme les chats, les cochons, les singes ou encore les pangolins. Pour ouvrir cette serrure, le virus a donc besoin de disposer de la bonne clé, ou en termes techniques, du bon domaine de liaison du récepteur. Et si on s'approche un peu, cette clé ressemble à ça. Toutes ces lettres, ce sont des acides aminés. Ce sont elles qui déterminent la forme de la clé dans le virus, et parmi elles, il y en a surtout 5 qui sont importantes. Si on simplifie un peu, ces 5 lettres déterminent donc la façon dont le virus va accéder aux cellules qu'il veut infecter. Et en l'occurrence, dans le cas du SARS-CoV-2, il est plutôt efficace. Le problème, c'est qu'on soupçonne qu'il aurait pu l'être beaucoup plus. Ça, c'est ce qui, dans l'état des analyses les plus récentes, aurait été la clé la plus optimale. Pour la déterminer, des chercheurs ont observé l'efficacité de différentes clés chez des virus connus, comme le SARS-CoV-1, et ont ainsi calculé la combinaison la plus efficace. Si on avait voulu créer un nouveau virus, il aurait été logique de reproduire une clé ressemblant à la clé optimale. À la place, le SARS-CoV-2 possède une clé que l'on n'avait encore jamais observée et que l'on supposait moins efficace. Bref, si la présence de cette clé rend l'hypothèse d'un virus artificiel peu cohérente, elle est tout à fait compatible avec celle d'un virus naturel. Dans la nature, il existe bien plus de virus et de types de clés différentes que les quelques-unes connues par l'humanité. Bien que jamais observé, il est donc très probable que ce nouveau type de clé y existe depuis bien longtemps. Et plus que probable, on sait maintenant que c'est vrai. En février 2020, soit après la découverte du SARS-CoV-2, les génomes de 2 virus circulant chez le pangolin ont été publiés pour la première fois par d'autres chercheurs chinois. Ils possèdent 93% de similitude avec le SARS-CoV-2 et surtout, ils disposent exactement de la même clé. Bon, je sais ce que vous vous dites, c'est étonnant tout de même, tous ces virus qu'on découvre et qui ressemblent beaucoup au SARS-CoV-2. Mais, encore une fois, 7% de différence, c'est beaucoup. Pour fabriquer le SARS-CoV-2 à partir de ces virus de pangolin, ou même en les mélangeant à RATG13, il aurait donc fallu réécrire artificiellement une partie très importante de son génome, ce qui, encore une fois, est particulièrement compliqué.
Ce qui est intéressant en revanche, c'est que cette clé n'a pas été trouvée n'importe où dans la nature, mais dans un pangolin. Or, souvenez-vous, les pangolins possèdent une serrure ACE2 très similaire à celle des humains. Si on reprend notre arbre phylogénétique, on peut imaginer le scénario suivant. Prenons un virus que l'on appelle Origine. C'est un ancêtre de RATG13 et un virus de chauve-souris qui ne peut pas infecter les êtres humains. Un jour, Origine entre en contact avec un autre animal, disons un chat, un singe ou un pangolin, c'est-à-dire des espèces qui possèdent toutes une serrure semblable à celle des humains. Au contact de cet animal et de sa serrure, Origine s'adapte, on dit qu'il mute, et il développe alors une nouvelle clé adaptée à ses serrures. Désormais, Origine ressemble toujours beaucoup à RATG13, sauf qu'il possède la bonne clé. Il ne lui reste plus qu'à être transmis à un être humain, et Origine s'appelle désormais SARS-CoV-2. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle est beaucoup plus probable que celle du virus artificiel. Reste que l'on n'a pas tout à fait répondu à la question. Si le SARS-CoV-2 est très vraisemblablement un virus naturel, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas retrouvé dans un laboratoire à un moment. Et s'il n'a pas été conçu intentionnellement, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas échappé de ce laboratoire par accident. Mais ça, c'est une question à laquelle on répondra bientôt dans une autre vidéo.